Bonsoir et meilleurs vœux pour la nouvelle année. Une nouvelle effervescence guerrière s'est emparée de la région MENA. Alors que la contestation des pouvoirs en place se poursuit au Liban et en Irak, les assassinats vendredi dernier par les États-Unis du général iranien Qasem Soleimani et de son bras droit irakien Abu Mahdi el-Mohandis bousculent la donne. L'Iran a riposté par des missiles sur une base américaine, sans dégâts apparemment. Les choses semblent se calmer, mais l'Irak est toujours dans la tourmente. Plus près de nous, la Libye ressemble de plus en plus à une auberge espagnole, dans la foulée des Français, des Égyptiens, des Russes, des Qataris, des Émiratis, et ainsi de suite. Voici les Turcs qui tentent de s'y installer, mettant la Méditerranée orientale au bord d'une crise qui ne serait pas sans conséquences sur la Méditerranée occidentale et donc sur le Maroc. Une fois n'est pas coutume, Rabat et Alger semblent sur la même longueur d'onde. Le refus de toute intervention étrangère, sans doute pas pour les mêmes raisons. Au Maroc, c'est la commission spéciale sur le modèle de développement qui fait l'événement. Elle a entamé ses travaux et ses auditions des forces vives de la nation, d'après les Échos, dans une bonne ambiance. Le roi et les Marocains attendent d'elle, pour résumer les choses, la consolidation de la confiance et des acquis, confiance entre les citoyens, confiance dans les institutions nationales qui les rassemblent, confiance et foi dans un avenir meilleur. Lourde mission dont on essaiera de définir les contours avec Hassan Alaoui, directeur du Maroc, le Maroc diplomatique, Jamal Hattabi, professeur de sciences politiques à la faculté de droit de Mohammedia, et Mohamed Adnan Dabbar, essayiste. Alors, la commission, elle a commencé son travaux, elle auditionne les partis, on a vu les syndicats, les représentants, les bureaux politiques, les comités exécutifs défiler. Et il y a une forme de confusion dans les esprits chez les gens, chez moi aussi, sur cette mission et ce modèle. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est finalement un modèle de développement, Adnan ? On peut le définir, évidemment. Mais auparavant, je voudrais saluer, en termes généraux, la constitution de cette commission, si vous me permettez, parce que pour moi, Sa Majesté le Roi, en interpellant les Marocains, l'ensemble des Marocains, à réfléchir sur leur devenir, parce que c'est un enjeu fondamental. Ayant passé une période où le modèle de croissance tel qu'il a été pratiqué auparavant n'a pas donné les résultats escomptés, on a appelé une nouvelle fois les Marocains, l'ensemble des Marocains et leurs institutions représentatives, c'est-à-dire les corps intermédiaires, à venir, disons, rendre la copie de la réflexion collective. Je salue la réflexion collective, je suis partisan de cette démarche. Je salue aussi la démarche de la Commission. Pourquoi elle est collective ? Elle est collective, c'est-à-dire que la Commission, elle a interpellé l'ensemble des partis politiques, des associations, des intellectuels, ainsi que des simples citoyens, l'ouverture pour venir un petit peu déposer leurs propositions afin de pouvoir réfléchir ensemble à un nouveau modèle de développement dont les contours commencent déjà à se dessiner, parce que nous aurons l'occasion de... Ils ont été tracés déjà dans le discours royal. Ils ont été tracés dans le discours royal, dans leurs grandes orientations, mais la contribution des partis politiques, des associations, et ainsi qu'un certain nombre d'individualités, il faut le dire, est à saluer comme démarche collective des Marocains. Auparavant, cette réflexion était quelque part déléguée à des conseils ou des bureaux d'études étrangers. Je ne suis pas d'accord avec cette démarche. Je suis plutôt de ceux qui disent qu'il est temps que les Marocains, malgré les imperfections des propositions, de toute façon, nous avons 6 mois pour réfléchir ensemble. Une réflexion marocaine. C'est une réflexion marocaine. Et l'esprit d'ouverture des membres de la commission est aussi à saluer, puisque les propositions de laisser cette commission ouverte et d'organiser des auditions, d'essayer d'interagir avec un certain nombre d'individualités et de forces de proposition est tout à fait à saluer. Ça, dans un premier temps, la démarche générale, vous me posez la question importante, le modèle de développement. Est-ce qu'on peut avoir une visibilité ? Vous gardez cette définition, on y reviendra tout de suite. J'aimerais savoir, Jamal Hattabi, ces propositions, en plus des citoyens, ça fait pas mal de copies. Moi, j'ai essayé de compter ou de chiffrer le nombre de pages qu'ils ont dû recevoir. On doit tourner autour de 1000 et quelques pages avec leur propre
réflexion, est-ce qu'ils auront vraiment, parce qu'ils doivent rendre la copie dans 6 mois, est-ce qu'ils auront vraiment le temps et l'aptitude et la compétence nécessaires pour générer, pas de syncrétisme, ils ne vont pas faire du syncrétisme, j'espère, ils vont être innovants, quelque chose de vraiment innovant. C'est de la richesse et dans ce domaine-là, on n'en a jamais assez. Hein, on n'en a jamais assez. Mais de toute façon, toutes les propositions reçues jusqu'à maintenant tournent autour des mêmes thèmes. Les thèmes relatifs à la gouvernance institutionnelle, politique, etc. Relatifs aussi au modèle sociétal qu'on veut, à la société qu'on veut de demain. Et les propositions qui ont été émises par les partis politiques reçus en priorité, en premier, convergent tous vers les mêmes objectifs. Ce sont des objectifs qui mettent d'abord en priorité la transparence, le renforcement de la démocratie au niveau institutionnel, au niveau économique. Ils mettent en avance une nouvelle économie qui va rompre avec la rente. On voit dans toutes les propositions des propositions de démantèlement du système de la rente qui handicape et qui pénalise l'économie marocaine. Au niveau sociétal et au niveau... Vous imaginez qu'ils vont proposer un mécanisme pour le démantèlement de... Non, on ne va pas proposer de mécanisme. En fait, ici, la Commission réfléchit sur une feuille de route. On ne va pas avoir des propositions techniques. Je ne crois pas qu'on va avoir des propositions techniques prêtes à être appliquées. Mais ça va être une invitation, c'est une réflexion collective autour de ce qui va nous réunir ensemble. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il y a un système qui est pratiquement épuisé. L'économie marocaine a fonctionné pendant longtemps avec ce système, mais aujourd'hui, il est en difficulté, pour ne pas dire autre chose, et il faut aller au-delà. Il faut encourager l'initiative privée. Justement, le Maroc fonctionnait jusque-là. Hassan Alaoui, on parle d'un modèle de développement, c'est-à-dire, certains ont tendance à essayer de le laisser faire croire que le Maroc naviguait à vue. Ben justement, moi je voulais apporter une petite nuance à ce que nous sommes en train de dire. Moi je soulignerai 2 points. D'abord, commission. Commission, on avait pris l'habitude jusqu'ici de dire « ah, une commission encore ». Commission sur commission, etc. Ça devenait quelque peu lassant. Et donc, les mauvais esprits ne se dérangeaient pas pour dire « encore une commission, à quoi ça sert ». Donc, cette commission, elle a quand même sa spécificité propre, en savoir que c'est quand même Sa Majesté qui l'a constituée, qui l'a demandé, ça fait 3 ans à peu près, et donc c'est un choix royal, c'est une exigence même, si vous voulez, et donc aujourd'hui elle est constituée, on peut en parler peut-être après, parce que jusqu'à présent, comme nous disions, elle ne fait que commencer. Deuxième point sur lequel je voudrais quand même apporter une petite clarification, on parle de modèle. Évidemment, jusqu'ici, il n'y a jamais eu, à mon avis, je veux dire, stricto sensu, un modèle. C'est-à-dire, ce mot n'a jamais été proposé. On avait l'habitude de voir et donc de travailler dans le cadre des plans. On avait les plans, voilà, c'est ça. Donc les plans, c'était aussi stratégique. Voilà, et c'était d'une manière un petit peu, c'était décrété comme ça officiellement par le gouvernement, le plan quinquennal, le plan triennal, comme vous dites, et tout ça. Aujourd'hui, nous avons évidemment pour la première fois, on prononce le mot de modèle, un modèle de société. Là aussi, n'oubliez pas que... il serait différent d'un plan ? Il serait différent, de toute façon, il serait différent parce que maintenant, il y a, si vous voulez, un débat d'abord qui précède un petit peu la mise en œuvre d'un plan. Un débat, ensuite je veux dire une cellule, si je peux dire entre guillemets, un groupe de réflexion qui implique toutes les tendances sociétales, politiques, économiques et tout. Mais je souligne aussi que jusqu'ici, donc, toutes les tendances ont été reçues, si vous permettez. Et je m'étonne à moins que je me trompe, qu'il n'y ait pas encore le secteur privé, je veux dire la CGM. La CGM, je crois que... Est-ce que c'est prévu ou non ? Parce qu'on devrait commencer... On a déjà reçu des syndicats, automatiquement, ça va venir. C'est-à-dire ils ont donné le premier programme pour la première semaine, ils ont donné une deuxième liste. C'est-à-dire ils publient au fur et à mesure qu'ils reçoivent des confirmations et des rendez-vous. Ils ont fait, je crois, 8 organisations la première semaine, ils en font 8 cette semaine. Et je crois que la semaine à venir ou la semaine d'après, il y aura quelque chose. Ouais. Donc, il y a eu quand même, jusqu'ici, depuis l'arrivée sur le trône de Sa Majesté, il y a ce qu'on a appelé le modèle de société. Le modèle de société, effectivement,
c'était justement une espèce de dynamique. On a eu le modèle de croissance, on a eu le modèle d'ajustement structurel, on a eu beaucoup de modèles qui se sont imposés au nous ou que nous avons choisis. Mais là, effectivement, Hassan, j'aimerais passer à M. Debbar pour dire... alors, si ce n'est pas un plan, si ce n'est pas un programme de gouvernement, c'est quoi? C'est un projet de société? C'est une philosophie? C'est une feuille de route. Permettez-moi d'apporter quelques éclaircissements sur cette question parce qu'elle a fait objet de débat. C'est important. D'abord, il faut différencier entre un modèle de croissance. Le Maroc a connu des modèles de croissance. La substitution à l'importation est un modèle de croissance. Le plan d'ajustement structurel est un modèle de croissance. D'autres modèles ont connu plus ou moins de bonheur, mais il n'a jamais pratiquement connu un modèle de développement dans le sens actuel, parce que même le terme développement a connu un enrichissement au fur et à mesure depuis les années 80. Le développement était synonyme de croissance dans les années 60-70, puis il s'est détaché et le développement est devenu beaucoup plus un concept riche, parce qu'il s'est intéressé à la dimension humaine. Le développement s'intéresse à la qualité de vie de l'homme, à l'homme, son développement, l'environnement où il évolue. Voilà, ces éléments ont été apportés par la pensée économique et ce nous a permis de réfléchir au modèle de développement. L'appel de Sa Majesté, comme dit Chérif El Alaoui, est un modèle de développement, ce n'est pas un modèle de société. Nous n'avons pas à discuter ici un modèle de société. Notre modèle de société est établi. Nous avons un contrat social qui est la Constitution de 2011 et nous sommes tous entièrement satisfaits de ce contrat social. Maintenant, il faut passer au modèle de développement. Mais le roi lui-même a parlé d'un nouveau contrat social dans son discours. Donc Moi, je prends la définition de la Constitution comme contrat social. La Constitution, oui. Alors, maintenant, pouvons-nous faire une première tentative de définition du modèle de développement? Est-ce que la Commission elle-même a déjà une idée sur ce modèle? Elle a été interpellée avant sa constitution de définir son sujet, parce que c'est très important. Elle était interpellée pour voir la méthode, sa méthode de travail et définir son sujet. Maintenant, je pense pouvoir dire qu'après ces premières auditions, ce que nous avons pu lire, ils ont les éléments pour pouvoir, disons, tracer 3 axes. Ils ont fait une retraite à Ben Grir de 4 jours, ils se sont réunis plusieurs fois. Donc maintenant, ils sont en train, en fait, de dessiner le contour de ce que va être... Si vous me permettez, je peux vous proposer aussi un contour de modèle. Si vous voulez, mais on n'en aura pas le temps. Alors, une dernière question sur ce sujet-là, parce que, bon, la Commission vient de commencer, on lui souhaite bon vent. Et on aura sûrement le temps et l'occasion d'y revenir et de peut-être creuser un peu plus quand on en aura vu un peu plus clairement dans le sujet. Bon, une fois que cette commission aura élaboré son avis, qu'elle aura soumis au roi, quel sera le rôle des partis? Est-ce qu'ils vont se saisir de ce modèle de développement tel qu'il est proposé? Ils vont faire un programme de partis pour concourir sur le même programme finalement, ou alors est-ce que chacun va prendre ce qu'il veut, ou alors les partis vont revenir avec leur propre programme? Comment tout ça va pouvoir s'agencer sur le terrain? Je crois que c'est que l'intelligence de la Commission, elle est là-dedans, c'est qu'on a associé les partis politiques et tous les acteurs sociaux. D'accord, mais c'est pas ça ma question. Ils ont associé, ils vont prendre. Quand on relie en fait ils ne sont pas tenus de tout prendre des partis. Ils vont prendre ce qui leur semble coller ou s'inscrire dans le puzzle qu'ils sont en train de construire. Mais une fois que ma question, une fois qu'ils auront construit ce modèle, alors, est-ce que les partis n'auront plus à produire de programmes? Est-ce qu'ils vont... Non, mais c'est possible. Je sais, c'est pour ça que je pose la question. Permettez-moi c'est pour ça que j'ai pas de ma question. Parce qu'il y a confusion au sein de l'opinion publique. Est-ce qu'un modèle est quelque chose de cloisonné et c'est un certain nombre de mesures? Non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça a été... Et ça va être... Alors, à quoi ça sert? C'est ça ce qu'il faut clarifier dans l'esprit des gens. À quoi ça sert un modèle de développement
Si par ailleurs, ces partis qui ont soumis leurs propres idées à cette commission vont devoir concourir avec d'autres, ce qui est pour eux un modèle de société, un programme de gouvernement sur une durée, sur un mandat électoral. Moi, je dirais Comment vont se concilier? C'est-à-dire, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vont s'articuler, parce qu'elle détermine le rôle futur des partis politiques. C'est ça. Ça sera certainement un socle dans lequel puiseront tous les partis politiques. Et quand on fait une lecture un peu rapide des propositions des partis politiques, il y a des idées fédératrices qui se dégagent, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau économique et que ce soit au niveau sociétal. Donc il y a des propositions des partis politiques et chacun a proposé quelque chose, mais il y a un dénominateur commun qui va vers la transparence, qui va vers la bonne gouvernance. Et ce qui ressort en fait de tout ceci, c'est l'apparition d'un concept qui me paraît intéressant et qui peut-être fera le débat dans les années à venir. C'est le concept du développement humain durable. Donc on a... c'est un modèle proposé. Non, on sait un peu hybride. On sait que globalement, et le roi l'a dit dans ses orientations, il s'agit de pallier les insuffisances de ce qui a été fait, les acquis jusqu'à maintenant. On a parlé des infrastructures, on a parlé des grands chantiers, on a parlé de grands pôles, on a parlé de beaucoup de choses, mais on s'est rendu compte à un moment donné que la théorie de ruissellement sur les couches populaires, que sur le développement humain, dans les classements du PNUD, la santé, l'éducation, le transport, et tout ce n'a pas eu lieu. Et donc, si j'ai bien compris... On attend toujours ce miracle. Alors, vous croyez que c'est à cette commission de donner ce miracle? Tout à fait. Non, pas ce miracle. Nous sommes en train de parler de gens sensés ayant une rationalité quand même, disant que... il faut espérer aussi le miracle. Baraka, il faut y croire. Les choses sont relativement claires, comme elles sont aperçues. Il y a eu des insuffisances de tout ce qui a été mené en termes de politique, bien qu'il y ait eu des réalisations au Maroc. Vous les avez citées, les infrastructures, le Maroc s'est modernisé, il y a eu des insuffisances. Nous avons attaché peu d'importance, il faut le dire, à la dimension humaine du développement, à la richesse du Marocain. Un des éléments importants de cette problématique. Et je pense que ce nouveau modèle de développement va essayer de redresser la barre en termes d'enseignement, d'habitat, de santé. Voilà les grands axes sur lesquels il faut travailler dans le futur. S'il vous plaît, moi je voudrais me resserrer un petit peu, la discussion sur la commission elle-même, puisqu'on a lu tous, plus ou moins, les réponses un petit peu des partis politiques et des syndicats et tout, et on a vu qu'il y a effectivement un dénominateur commun, comme dit le professeur, qui est donc le modèle et la croissance et tout, mais encore que la méthode n'a pas encore été trouvée, je vous le signale, au niveau de cette commission. On est en train de tâtonner, on est en train de chercher. Ils ont 6 mois, c'est parce qu'on leur a donné 6 mois. Mais ce qui m'inquiéterait, en fait, davantage, c'est que les contradictions qui existent sur l'échiquier politique entre les partis et les formations, d'ailleurs, on l'a vu à travers les réponses, je veux dire, successives des uns et des autres. Ce qui m'inquiéterait, c'est justement que cette divergence fondamentale au niveau des partis et au niveau de l'échiquier se reproduise, si vous voulez, dans l'exigence un petit peu de ces mêmes partis à travers le travail que va effectuer un petit peu, une fois que les doléances, les propositions seront prises en compte et tout. Je veux dire à travers la rédaction, si vous voulez, du document final qui va être soumis à Sa Majesté en fin juin. Ça n'a quelque chose à préciser. Je souhaite d'abord dire une chose qui est importante. Il y a eu des contributions, vous l'avez dit, plus de 1000 pages. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir lire plus ou moins cette littérature jusqu'à... J'ai eu à traverser en diagonale parce que... J'ai de pouvoir lire... je me demande comment la commission va faire pour lire tout ça. Il faut les lire, c'est son travail. Et ils auront le temps. Et réfléchir en même temps à ce qu'elle doit faire. Il faut le lire, c'est son travail, c'est comme ça, c'est des gens volontaires, donc il faut remplir un petit peu leur mission. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait cette littérature. Se réveille d'une certaine léthargie intellectuelle aussi des corps intermédiaires. Il y a eu une période de léthargie intellectuelle, il faut le regretter. Maintenant, nous sentons que les corps intermédiaires a réveillé un petit peu. A réveillé un peu les partis politiques, ça les a incités à réfléchir et à essayer de... Oui. Que la politique, ce n'est pas uniquement assurer sa réélection, mais un programme
et la possibilité d'assurer une bonne gouvernance, donc une bonne gestion, puisque nous sommes dans une perspective de démocratie. Nous avons un petit problème, c'est que nous avons un déficit de gouvernance et il faut l'améliorer. Les partis politiques peuvent intervenir en termes de gouvernance, ils peuvent intervenir en termes de programmes économiques sectoriels. Vous dites non, une fois que c'est tracé. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Les déclinaisons du modèle, qui sont les grandes orientations, sont le fait des partis politiques. Et il y a deux éléments fondamentaux dans tout ce que, c'est-à-dire pour améliorer la production, il y a la moralisation de la vie politique et il y a l'assainissement du climat des affaires. Deux termes qui sont venus dans la lettre que le procureur des procureurs, le président du ministère public, c'est Mohamed Abdel Nabawi, a adressé au parquet. Il y a donc il ne suffit pas aujourd'hui d'élaborer un modèle, il faudrait aussi lui créer l'environnement. Pour ce débat, pour ce thème, la dernière question, il faudrait lui créer une ambiance, juste un appliquer climat. la Constitution. La Constitution a déjà lié la responsabilité à la reddition des comptes. Je vais vous dire une chose. Vous avez parlé tout à l'heure que ça a été un déclic, cette commission. Oui, en effet. La preuve, c'est que moi, je pense, et je fais le lien automatiquement, entre la réforme qui est en train d'être entreprise au niveau du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? C'est une grande réforme, n'est-ce pas? Et donc, c'est un écho, à mon avis, un écho à cette exigence de la Commission. Et la régionalisation avancée qui est en train, je veux dire, d'être exactement. Et tout ça, c'est concomitamment. Je crois que c'est important. Il faut préparer l'environnement et les outils. C'est un tout, en fait. C'est une réflexion globale autour de la société du futur. Qu'est-ce que nous voulons? Et c'est un défi pour les partis politiques. Parce que le président du ministère public, il a émis une circulaire à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre la corruption et il ne suffit pas aujourd'hui de réfléchir à un modèle de développement, il faudrait encore lui trouver l'environnement adéquat et idéal pour qu'il puisse... C'est Kamel, la lutte contre la corruption participe à la bonne gouvernance. Parmi les composantes de la bonne gouvernance, c'est la lutte contre la corruption, la reddition des comptes, la performance dans le travail, les objectifs. Bon, la bonne gouvernance, si nous voulons la quantifier, elle est composée de 12 éléments. Ils sont internationalement reconnus, quantifiables. Ce sont des indicateurs. Même la démocratie aujourd'hui est quantifiable. The Economist dit qu'il y a une... Quoique aujourd'hui, la démocratie, comme outil de développement, ce n'est pas tellement évident. Mais nous sommes des démocrates. Oui, mais je ne dis pas le contraire. C'est-à-dire, on a souvent de faire un corollaire entre la démocratie et le développement, or on voit que par ailleurs... il y a des pays qui citent la Corée, mais ce n'est pas un corollaire automatique et systématique. Souhaitons bon vent à cette commission. Et jusqu'à présent, on ne peut pas en dire plus. Vous terminez la première partie à ma place? Non. Voilà. C'est terminé pour cette première partie. On espère qu'on aura un modèle que nous attendons, que le roi attend de cette commission. Nous espérons que l'environnement sera fait pour qu'on puisse transposer ce modèle dans la réalité et le mettre en œuvre. Voilà, c'est terminé pour cette première partie. À tout de suite. N'allez pas très loin. Rebonsoir dans cette deuxième partie du débrief de cette nouvelle année 2020. Nous sommes toujours avec Adnan Debbar, essayiste, Jamal Hattabi, professeur de sciences politiques à la faculté de droit de Mohammedia, et mon cher confrère Hassan Alaoui, directeur de Le Maroc diplomatique. On a parlé de la commission. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin que le Maroc. On va aller juste pas très loin. On va aller en Algérie, en Libye. Et ce qui se passe en Libye, on l'a dit, ça ressemble à une auberge espagnole où toutes les forces signifiantes ou insignifiantes mettent leur pion dans ce vaste territoire, riche d'ailleurs par ailleurs en pétrole et en bien d'autres choses. Et récemment, il y a eu cette évolution après la volonté turque de s'installer également militairement en Libye à travers un accord qui a été signé avec le gouvernement
nationale de Tripoli, alors que les forces de Haftar, par ailleurs, dominent à peu près la plupart du territoire libyen. Il n'en fallait pas plus pour que l'Algérie se réveille et se découvre. On a vu un article de Le Matin d'Algérie qui dit finalement est-ce que la menace qu'on croyait à l'ouest, c'est-à-dire au Maroc, n'est pas finalement à l'est, et que est-ce que ça ne va pas contraindre l'Algérie à entrer en conflit à l'est de son territoire. Dans la foulée, il y a eu la réunion pour la première fois depuis longtemps du Haut Conseil de la sécurité algérien, réunissant militaires et civils, les plus hauts dignitaires de l'Algérie. Et l'Algérie s'est prononcée qu'elle ne voulait pas d'une force étrangère à sa frontière, une façon de s'adresser directement à Ankara. En même temps, le Maroc a pris une position il y a 2 jours en déclarant qu'il refuse toute intervention étrangère en Libye. Une fois n'est pas coutume, une convergence d'intérêts, une convergence objective. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans cette région, Adnan ? Je suis tout à fait serein concernant l'avenir de cette région, non pas dans le sens où il n'y a pas de problème. Peut-être ces problèmes vont être la source d'une nouvelle reconfiguration régionale. Optimisme. Alors, ils vont être source parce qu'à chaque chose malheur est bon, peut-être quelquefois. Oui, peut-être. Parce que nous avons le sentiment maintenant que nos frères algériens se réveillent, il n'était pas trop tard, que l'essentiel de la menace qui touche ce pays vient de l'Est et du Sud. La région sahélienne, c'était connu. Maintenant, il y a un problème à l'Est de l'Algérie. L'Algérie a avec la Libye une frontière de 1000 km. Elle est poreuse. C'est une frontière très difficilement contrôlable, vu sa nature c'est 1000 topographique. km, hein. 1000 km de frontière. Plus le prolongement sahélien. Elle a aussi ce monsieur qui a une belle crinière malgré son âge, encore, qui la garde, et qui menace d'une certaine manière la Libye. Il l'a menacée de guerre. Il y a quelque temps, parce qu'elle avait exercé un droit de poursuite. Parce que l'Algérie a tendance à dire « je ne me mêle pas des affaires internes des autres », mais il le fait pas seulement de temps en temps. Elle a trouvé dans ce militaire peut-être un répondant. Je regrette parce que, on dit que peut-être ce militaire fait peur à l'Algérie. Ce n'est pas ce militaire qui fait peur à l'Algérie. C'est ce qu'il y a derrière ce militaire. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce militaire ? Ces puissances qui veulent dépecer, il faut le dire, et le regretter, parce que nous, quand les Marocains, on parle de puissance, on parle de qui ici ? Des États-Unis ? Pardon ? Des États-Unis, de la France, Les États-Unis veulent se servir de toute façon. C'est leur droit légitime. Pas droit, mais disons, c'est leur démarche entrepreneuriale, disons. Il y a ceux qui veulent dépecer la Libye, le Maroc, à un certain moment, qui était pour le Maghreb, et c'est pour cela que je suis optimiste. Maintenant, il apparaît qu'il a raison. Si on était unis en tant que Maghreb, avec la Libye, l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie, ça aurait été plus difficile de s'en prendre à lui. Oui. Ce n'est pas trop tard. Malheureusement, la Libye est rentrée dans un cycle extrêmement dangereux, extrêmement regrettable. Est-ce qu'il ne va pas finir, et là on reviendra au Maghreb, est-ce qu'il ne va pas finir comme la Somalie, comme d'autres États faillis ? Si elle ne se faillis ressaisit pas, il y a de cela, parce que beaucoup de puissances intermédiaires et grandes sont là. Il y a la Turquie, il y a Qatar d'un côté, vous l'avez deviné. Qatar, Émirats, mais il y a aussi Égypte, Arabie Saoudite, la Russie, avec 2000 les Émirats, etc., même des mercenaires soudanais. Qui veulent des mercenaires soudanais, des mercenaires aussi ukrainiens, à travers une société privée. C'est des mercenaires, qu'on le veuille ou non, et qui viennent ici se promener dans un pays arabe qui nous est cher et qui sont en train de voir comment le dépecer. La Turquie aussi n'est pas dans la Libye. Alors, je reviendrai tout à l'heure à vous pour voir quels sont les enjeux économiques de cette lutte entre les puissances sur cette région et entre l'Algérie et la Libye. J'y reviendrai. Hassan Alaoui, l'Algérie, elle est en train de se rendre compte qu'aussi, finalement, la menace
est ailleurs qu'au Maroc. Le Maroc est un pays qui a toujours essayé plus le compromis que la confrontation, il faut le dire, depuis toujours. La preuve en est que même sur une histoire, sur une affaire aussi importante pour lui que le Sahara, il a fait le pas de l'autonomie, alors que par ailleurs, l'Algérie est restée sur ses positions. Et en même temps, on voit que l'Algérie est en train de prendre conscience de ce danger qui vient de l'Est, et en même temps, elle réitère ses positions sans aucune nuance. Est-ce que c'est une histoire de temps ou c'est une constante qui va rester à propos du Maroc et du Sahara? Elle réitère ses positions sur le Sahara. Sur le Sahara, oui. Ouais. Par la voix du président. Vous savez, il y a quelques années, j'ai eu le privilège d'écouter un grand diplomate, diplomate marocain, qui m'avait dit l'histoire du Sahara, elle ne finira pas, elle ne finira jamais comme ça. Et il m'a donné l'exemple d'une petite serrure, dans laquelle on s'amusera tout le temps à introduire une petite clé, mais ça ne rentrera jamais. Et c'est ça l'affaire du Sahara. Et ça m'a frappé cette métaphore. Vous êtes bien pessimiste, là. Non, mais cette affaire m'avait frappé. D'où moi, mes positions, moi, elles sont connues. Je ne crois pas, je vais dire, en quoi que ce soit à ce niveau-là. Non, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit que c'est une affaire qui ne sera jamais réglée? Non, mais c'est parce que l'affaire il y a d'abord jamais en politique ni en géopolitique. L'affaire du Sahara, c'est une carte anti-marocaine qui ressort comme dans un jeu de poker à chaque fois qu'il y a danger interne ou danger, je veux dire, externe ailleurs qu'au niveau ou interne. Maintenant, ou interne même, etc. Et donc, elle est là, sauvegardée sous le coude, d'une part. D'autre part, la génération qui pourrait vraiment aller loin, courageusement, je veux dire, avec un esprit, une confiance indéterminée pour régler ce problème, n'existe pas encore en Algérie. Pour l'instant, on a vu simplement le scénario qui a fait que c'est un même pouvoir avec les mêmes ministres de Bouteflika qui sont reconduits. C'est la même armée parce que c'est l'armée, le pilier, si vous voulez, de la relation avec le Maroc. C'est toujours l'affaire du Sahara, c'est un conflit de l'armée algérienne contre le Maroc, tout simplement. Oui, donc on ne peut rien espérer à ce niveau-là. Moi, en fait, je crois que, comme l'a dit Sidi Hassan, il ne faut pas croire à une rupture dans la position algérienne qui va changer du jour au lendemain. Non, c'est pas ce de quoi je parle. L'Algérie aujourd'hui est en train de se reconstruire avec beaucoup de difficultés. Il y a un gouvernement qui vient d'être... Il essaie de revenir sur le plan diplomatique. Il y a une ligne. Il y a une ligne, il y a un fil d'Ariane depuis l'indépendance de l'Algérie où on aime bien mettre des cailloux dans la chaussure marocaine et on ressort de temps en temps qu'au niveau international où l'Algérie a beaucoup investi pour embêter le Maroc. La situation aujourd'hui change. La Libye n'est plus ce qu'elle était depuis un bon moment, le Sahel non plus, et l'Algérie a d'autres chats à fouetter aujourd'hui que le Maroc. Le Maroc est un État qui est stable, mais qui est un État qui n'a jamais été agressif et qui n'a jamais constitué un danger pour les Algériens. Jamais. On n'a jamais été offensif et on n'a jamais cherché des problèmes à l'Algérie. Même sur la question des frontières, on a cherché des solutions. La Libye aujourd'hui est un État défaillant. Depuis la chute de Kadhafi, on ne sait plus où aller. Il y a des forces on va laisser l'Algérie qui se disputent aujourd'hui. On va laisser l'Algérie mûrir un peu sa situation intérieure, mais je crois que ça va venir. À maturation, qu'ils réfléchissent un peu peut-être à ce que ce devrait être leur avenir. Adnan Dbar, dans l'immédiat, quels sont les enjeux entre la Libye et l'Algérie? Les enjeux, surtout pour l'Algérie, sont énormes. Parce que je parle de l'Algérie parce qu'elle est à côté de nous. Je dirais tout simplement, j'introduirai s'il vous plaît sur ce plateau un petit bémol, pour moi le conflit du Sahara est résolu. Nous sommes sur notre terre. Oui, ça. C'est important. C'est important. Oui. Mais nous, il y a l'épouvantail du régime algérien qui se plaît chaque fois à dire, voilà, vous avez un ennemi à l'ouest. Maintenant, les stratèges algériens se sont découverts le véritable ennemi, et d'abord le terrorisme, qui ne contrôle pas sur le Sahel. Il ne contrôle même pas le sud algérien. Anmes le contrôle, a démontré de manière flagrante que la porosité des frontières est là et qu'il fallait que 40 personnes, 40 terroristes contrebandiers viennent
pour troubler l'ensemble de la production gazière pendant quelques jours de l'Algérie. C'était une belle leçon, hein. Permettez-moi cette expression. Mais les enjeux pour l'Algérie sont que l'essentiel des richesses de l'Algérie. L'Algérie est une économie dont 97% des exportations sont constituées des hydrocarbures. Ce n'est pas une économie diversifiée comme l'économie marocaine qui exporte des voitures, de l'agriculture. Peut-être le Maroc est un petit peu moins fourni en richesses, mais quand même, il y a une diversification, il y a un modèle de développement et il y a d'autres gisements de progrès. J'aime bien le modèle de développement. Oui. Ben oui, il faut bien revenir. Donc, mais l'Algérie a des gisements de richesse qui sont situés essentiellement à l'Est. Le premier gisement, et qui est le plus important à mon avis pour le siècle à venir, et nous parlons du siècle à venir, c'est l'eau douce. L'eau douce, oui. Il y a la plus grande nappe phréatique du monde, qui est la map de l'Albien. C'est une nappe dont je croyais, moi, que la grande majorité se trouvait en territoire libyen. Parce que Gaddafi avait voulu en faire tout un projet à son époque. Il a été arrêté. Il a été arrêté, oui. Et de toute façon, il y a toujours un petit jeu de va-et-vient entre Gaddafi et le régime algérien. Ils n'ont jamais été très bien ensemble parce que l'Algérie a toujours eu cette attitude un petit peu impérialiste, disons, prussienne, comme si vous vous rappelez de la... Vous m'apprenez que la plus grande partie se trouve en territoire algérien. 70% sur le territoire algérien, c'est une richesse immense, 50 000 milliards de mètres cubes. Ça permet pour vous donner une idée, le barrage qui est sur l'Éthiopie et qui va arrêter le débit du Nil pendant un an, c'est 74 milliards. Là, on parle de 50 000 milliards. Donc, pouvoir vous donner, c'est de quoi faire boire et éviter le stress hydrique à l'Algérie. Et de quoi faire plusieurs guerres. Et de faire plusieurs l'avenir guerres. étant surtout la guerre de l'eau. Pouvoir aussi traiter l'autre volet de la richesse algérienne, c'est-à-dire le gaz de schiste, et qui permet, mais qui a besoin de beaucoup d'eau pour être transformé. Il y a cette nappe qui est essentielle et qui se situe à l'est. Et aussi, il y a l'essentiel des hydrocarbures qui se situe aussi à l'est. Or, disons que, je ne voudrais pas dire tant mieux, mais c'est la réalité de la géographie et nous, on n'a pas à intervenir. Je pense que beaucoup de stratèges, d'observateurs algériens avertis commencent à dire, il est temps que cette mascarade de l'ennemi... Vous croyez ou vous êtes sûr? Est-ce que vous avez des informations ou c'est juste... J'ai entendu beaucoup de voix en Algérie, et pas des moindres, parler de la nécessité de revoir de manière substantielle la stratégie algérienne. La stratégie, il faut espérer que ça se fera... Le danger a changé d'espace. Il y a un danger réel. Donc on va dire que peut-être, ce n'est pas certain, ce n'est jamais certain avec l'Algérie. Ce n'est pas une raison pour que le Maroc baisse la garde. Je vous en prie, n'interprétez pas mes propos. Vous inquiétez pas, il ne baissera pas sa garde, mais il faut espérer que nos amis algériens reverront leur attitude à l'égard du frère de l'Ouest et que finalement reviennent à cette C'est 2 millions de kilomètres carrés, vous me le rappeliez tout à l'heure, 2 millions de kilomètres à maîtriser. Allez-y, maîtrisez-les. Et c'est peut-être parce que ces 2 millions de kilomètres carrés qui font envie à beaucoup de puissances et qu'il faudrait mieux d'aller voir. La prochaine cible... Alors, il faut espérer. J'espère que la prochaine cible ne soit pas l'Algérie. Il nous reste une dizaine de minutes pour parler un peu de ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe dans le Golfe arabo-persique, ce qui se passe en Irak, en Iran. La situation semblait à un moment donné si dramatique qu'on craignait une déflagration. Or, les choses semblent se calmer. Et moi, j'ai envie de vous dire une chose peut-être banale, mais voilà. Il y a eu 2 attaques américaines sur les pro-iraniens. D'abord sur une fraction de la Shabi, qui est le Hezbollah, qui a fait 26 morts. Il y a eu une attaque contre le général Soleimani. Bon, vous me direz que Soleimani, à lui seul, peut-être vaut 1000 hommes. Et son adjoint irakien, Abu Mahdi al-Mohandis. Tout ça, ça a fait une trentaine de morts. La fanatisation des foules a fait que les obsèques du général Soleimani ont fait, par bousculade, 50 morts.
Est-ce que ce n'est pas représentatif de la situation psychologique et sur la situation de préparation à la confrontation des réalités dans cette région? Hassan. Il y a beaucoup à dire, évidemment. On a 10 minutes, mais je vais être rapide. L'assassinat, ou le meurtre, ou l'attaque, ou l'agression, tout ce que vous voulez, l'attentat par drone contre Soleimani, évidemment, il a secoué l'Iran. Il faut maintenant simplement qu'on se rappelle que ce monsieur, général qu'il était, n'était pas un saint, parce qu'il était ce qu'on appelle le stratège, si vous voulez, de l'organisation, de la mainmise, de la déstabilisation, de l'agitation. C'est un spécialiste de l'agitation. De l'Irak, du Liban, du Yémen et au-delà, donc c'était en Syrie aussi. Donc on peut se poser la question, pourquoi Trump l'a choisi? Trump l'a choisi parce qu'il y a aussi un souci électoral chez le président américain, peut-être, comme on a dit, on ne cessera jamais de le dire. Maintenant, le discours de Trump mercredi soir, je veux dire de 10 minutes, nous a donné peut-être une idée, un espoir que les choses allaient irer. Vous avez vu la mise en scène? Je l'ai vu avec ces sorties, les généraux, ces gens qui se dégagent. Etc. C'est la première fois qu'on voit ça. Ça fait du Hollywood, là. On est vraiment en pleine démonstration de d'aisance, de force. Et le geste joint à la parole. Donc, apaisement ou pas, aujourd'hui, la tension ne baissera pas d'un pouce, je veux dire, entre l'Iran et parce qu'il y a tout simplement une réaffirmation des sanctions économiques encore plus dures. Et évidemment, il y a la veille stratégique des services américains contre l'Iran. Hassan Jamal Hattabi. Moi, je crois que cette poudrière n'a jamais aussi bien porté son nom. Mais on est en fait dans la continuité de ce qui se fait depuis plusieurs années. Il y a une alliance de fait entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis n'ont pas intérêt à affaiblir l'Iran. C'est pour ça que cette idée de guerre, la guerre n'aura pas lieu. L'Iran est un point important pour les États-Unis pour la stabilisation de cette région-là. Il y a une alliance de fait aussi entre Israël et l'Iran et tout le reste du cinéma. Les États-Unis n'ont pas intérêt à bousculer ce système-là et d'ailleurs, de toute façon, ils l'utilisent de temps en temps pour faire peur à nos amis et les extorquer. L'Iran fait peur, donc donnez-nous de l'argent. Soleimani, le général qu'on qualifie que la presse occidentale de puissant général, etc., pour qui fait un symbole, mais qui était aussi responsable de la répression en Iran, de la contestation. Et moi, personnellement, il me fait souvent, il se déployait en Irak, en Syrie, bien avant, à ciel ouvert. Il n'était pas caché, les Américains le savaient, le traçaient, le suivaient. Et pourquoi alors l'avoir tué maintenant et pas avant? Parce qu'il commençait un petit peu à déranger les États-Unis d'Amérique dans leur stratégie de contrôle du Moyen-Orient et essentiellement de la protection d'Israël. On pourra dire ce qu'on voudra. Mais quand même, l'Iran, on a des divergences avec ce pays, l'Iran demeure un pays qui a une histoire, une capacité de devenir une puissance régionale et, à mon sens, une très belle diplomatie. Il a la capacité d'avoir développé et l'intelligence une nouvelle forme de dissuasion qu'on pourrait appeler une dissuasion territoriale au lieu de la dissuasion nucléaire. Quelle est cette dissuasion territoriale? Tout simplement en ayant des milices qui sont maintenant des armées en Irak, le Hashd Shabi, 100 000 hommes, bien aguerris et équipés. Bien impliqués dans l'armée irakienne. Il y a des milices en Syrie et il y a des milices au Liban avec 35 000 hommes de Hezbollah aguerris ayant déjà gagné une guerre contre Israël. On l'oublie souvent. Ils ont eu la possibilité de chasser Israël dans la dernière confrontation. C'est des gens qui font énormément peur à Israël. C'est des gens aguerris, ce n'est pas des enfants de cœur. Et il y a, dans cette tenaille, ils ont pu, je dis bien cette tenaille qu'a développé l'Irak territorial, l'Est de l'Arabie, tout ce qui est solidarité avec le chiisme, jusqu'à descendre au Yémen. Il y a cet encerclement, cette présence qui fait peur.
Est-ce qu'elle va être dans le sens... Elle fait peur aux États-Unis. Elle fait peur à l'Arabie Saoudite, elle fait peur aux Sunnites, peut-être parce qu'ils sont faibles, ils n'ont pas pu dégager une force qui peut battre les Houthis. Ils sont un peu étonnés comment ils n'ont pas pu venir à bout. Je reste avec vous, Saadane. Oui, je vous en prie. On a vu que les États-Unis s'étaient appuyés sur les chiites pour abattre Saddam Hussein et pour installer un pouvoir allié à Bagdad. Et ces derniers temps, on assiste à un changement d'alliance, un retour de manivelle, que les Américains ont vu que maintenant, c'est le temps de se débarrasser de cette alliance avec les chiites. Est-ce que finalement, Soleimani, qui était libre de ses mouvements et son assassinat, n'interviennent pas dans cette dynamique? Elle n'intervient pas, elle intervient dans cette dynamique parce qu'il faut dire, moi je ne crois pas que ce monsieur ait pris la décision d'assassiner Soleimani. Ceux qui ont pris la décision d'assassiner Soleimani, c'est l'État profond, c'est le complexe militaro-industriel américain qui veut toujours des foyers de tension. Chaque fois qu'il y a une tension qui recule, il faut créer une autre tension pour pouvoir vendre d'abord les armes. Pour pouvoir faire déployer les forces armées. Tout ça, il y a le deep state, l'État profond. On va vous traiter de complotiste. Non, c'est pas une... Essayez de voir. Ils vont traiter Eisenhower de complotiste, de Obama qui disait bon, je ne peux rien faire devant la capacité de cette force qui contrôle à la fois le Sénat américain, la Chambre des représentants, et qui sont là et contrôlent la finance mondiale. Samuel. Non, moi, je crois que Trump l'a dit au lendemain de l'attaque, il a dit que nous allons nous venger et de manière très symbolique, et il l'a fait. Mais il s'est arrêté là. Un très bon symbole. Il y a une autre question. Bon, on a posé la question géostratégique. Moi, j'ai vu la vidéo de l'opération. Oui, on l'a vu. Elle est d'une minutie extraordinaire. Oui, mais ça, il nous a été vendu justement pour nous faire peur. Un bon entendeur. Un bon entendeur. Non, c'est-à-dire, parce qu'il n'y a que les Américains qui disposent de ces images. C'est une réalité aussi. Non, ça ressemble à un jeu vidéo, d'ailleurs. Qu'en savons-nous? Qu'en savons-nous, oui, d'ailleurs. Alors, vous m'avez fait perdre le fil. Non, ce que je voudrais dire que l'assassinat de Soleimani, on l'a vu dans sa dimension géostratégique de changement. A servi l'Iran. De changement d'alliance dans la région. Les Américains changent le fusil d'épaule. Est-ce que aussi parce que après la première attaque américaine contre le Hezbollah du Hachd et l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad n'a pas joué psychologiquement sur les esprits des militaires américains, des politiques américains, parce que ça réveille le souvenir de la prise d'otage et de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979. Ça a duré pendant une année. Ils n'ont été libérés que quand Reagan est arrivé. C'était le cadeau de l'Ayatollah Khomeini à Reagan. Au risque d'être traité encore de complétiste, moi, j'y crois pas beaucoup à cette attaque. Je vous dis tout simplement que la stratégie américaine était d'abord, comme vous dites, d'essayer de créer des foyers de tension, parce qu'il y a des soucis de nationalisme qui ont commencé à percer au niveau de l'Irak, qui ont un petit peu de remise en question. Il y a des problèmes qui sont au Liban. Normalement, comme disait le professeur, cette attaque et cet assassinat a servi l'Iran. Merci beaucoup, Saadane. Merci beaucoup, Hassan Alaoui. Merci beaucoup, Jamal Khattabi. On est arrivé. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas de guerre, ne serait-ce que parce que je ne veux pas que le cours de pétrole et du baril augmente. On aura des frais à payer pour ça. À la semaine prochaine.